sous les yeux de Mike Pérez. Excellente matinée, merci d'être avec nous. Et à cette heure-ci, on retrouve Mike Pérez, comme chaque matin. Mike qui est pas avec nous par téléphone, il n'est pas dans le studio, il est toujours aux Canaries. Bonjour Mike. Bonjour Philippe. Dis donc, ça va, les vacances tranquilles, hein? Oh écoute, c'est bientôt fini, sois rassuré. Je te rappelle juste que ce n'était pas des vacances. Oui, je sais, mais je t'embête. Bon, en tout cas, merci d'être là pour nous parler de notre petit déjeuner. Ça tombe bien parce que c'est l'heure du petit déjeuner là maintenant, justement. C'est bien ou c'est pas bien? On dit toujours que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Vrai ou faux? On va y répondre. Phrase mythique, le petit déjeuner, repas plus important de la journée, vrai ou faux? Réponse avec Mike Pérez. C'est vrai qu'on entend plein de choses autour de ce mythique petit déjeuner. Important ou pas important? Réponse tout de suite. Et je vais te dire, ça dépend, tu vois, c'est pas vraiment une réponse, quelque part. Ah oui, merci, à demain. Mais... non, mais en fait, c'est vrai qu'on nous bassine avec cette histoire de petit déjeuner, le repas le plus important de la journée, bien commencer la journée, etc., etc. Ça, c'est Nestlé qui a lancé ça, non? C'est pas... ouais. La réalité, c'est que ça dépend de chacun, une fois encore. Il n'y a pas de vérité, de science exacte par rapport à ça. Si le matin, t'as pas faim et que tu te sens bien et que tu tiens le coup jusqu'à midi sans avoir de fringales, te sens pas obligé de prendre un petit déjeuner. C'est ça. Maintenant, c'est clair que si tu prends pas de petit déjeuner par manque de temps ou je ne sais quoi, et qu'à 9h, t'en peux plus et que tu commences à grignoter et à manger n'importe quoi tout au long de la matinée, là, c'est différent. Donc, il faut en fait savoir quels sont tes besoins. Faut s'écouter, c'est ça. Bah oui, il y a personne de mieux que toi-même pour savoir exactement ce dont tu as besoin. Alors si tu décides de manger parce que tu as envie de manger, il faut aussi faire attention à ce que tu manges. Faut pas manger que des croissants et des petits pains au chocolat. Il faut essayer de mélanger dans la mesure du possible, d'avoir des protéines. On a souvent parlé de protéines dans ces chroniques matinales. Ouais. Donc voilà, ça peut être des œufs, ça peut être du yaourt, ça peut être du fromage. Ça te permet effectivement d'éviter les fringales pendant la matinée. Tu peux utiliser manger aussi des glucides que tu retrouves à travers le pain, des flocons d'avoine, du pancake par exemple, des choses comme ça. Et puis évidemment, si tu prends un peu de confiture, un peu de choses sucrées ou des choses comme ça, c'est pas non plus pas évidemment dramatique, quoi. Donc fais-toi plaisir, j'ai envie de te dire. Mange ce que tu penses être bon pour toi. Tu peux aussi manger un yaourt, ça c'est aussi excellent. Et puis le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est ces fameux compléments alimentaires. Là aussi, on en a déjà parlé. C'est pas indispensable, c'est pas une obligation non plus. Non. Si tu manges déjà bien le matin, t'en auras pas forcément besoin. Maintenant, c'est sûr que si tu as l'impression que parce que t'as pas forcément faim, mais que de prendre un petit complément alimentaire, c'est des petites pastilles effervescentes par exemple, qui sont pleines de vitamines ou de calcium ou de magnésium, et puis que du coup ça te permet de passer ta matinée sans autre, vas-y, il y a pas de problème, quoi. Mais disons que faut pas prendre ça en se disant ça va remplacer mon petit déjeuner, au lieu de manger, je prends juste un complément alimentaire. Donc voilà, écoute-toi comme tu l'as dit tout à l'heure, écoute ta faim surtout, fais-toi plaisir. Et puis ne t'impose pas des choses dont tu n'as pas besoin, dont tu n'as pas envie. C'est important, surtout pour bien démarrer la journée. Effectivement, un petit peu de carburant, il en faut quand même, mais il faut s'écouter. Ça, c'est la phrase peut-être déterminante pour conclure cette chronique autour du petit déjeuner. Merci pour ces bons conseils, mon cher Mike Pérez. Tout à l'heure, je vais aller finir mon petit déjeuner, moi. T'es sûr que tu en avais vraiment besoin? Écoutez le Morning Show, partout en Suisse romande, en DAB+. 100% basket, 100% roman, 100% David Glaser. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. On va parler sport, on va parler basketball, plus précisément avec David Glaser, auteur du podcast Swish, disponible sur toutes les plateformes. Bonjour David Glaser. Bonjour Philippe Morax. Mais comme ça me fait plaisir de vous voir, mon cher David. Moi aussi, quelle bonne retrouvaille. Ouais, vous allez bien? Plutôt bien, écoute, le sport ça maintient, disons. Oui, ça vous va très bien en tout cas. Swish,
La rubrique basketball de David Gazer. Alors pour ce premier numéro de Swish, puis il va falloir nous expliquer ce que ça veut dire, tu as choisi de parler d'une femme. Alors swish et femme, c'est pas forcément lié. Swish, c'est l'expression quand on met un panier sans toucher l'arceau. Tu vois, ça fait ce bruit. Swish. Quand on met la main au panier. Voilà, exactement. Dedans même. Dedans. Pas la main, le ballon. Swish, très bien. Moi j'ai appris un truc, c'est très bien. Voilà. Alors tu vas nous parler d'une femme, on disait. Oui. Mouna Scaria, elle est présidente des PUI Lausanne Foxes. C'est un club de basket, c'est un mouvement jeunesse, c'est une institution par chez nous, mais pas encore bien connue par rapport au LHC ou au LS. Ouais. Et ce qui frappe chez Mouna, c'est la précision, le sens des responsabilités qu'elle a, cette manière très concrète d'agir en tant que présidente de club. Elle est médecin en fait, dermatologue et chirurgienne, installée à Vevey depuis plus de 20 ans. Rien ne l'a prédestinée vraiment à présider l'un des clubs de basket les plus dynamiques de la région. Et pourtant, elle a très vite compris ce qu'elle pouvait apporter au basket lausannois et roman, des compétences, de la méthode et de la structure. Donc le basket serait donc sous-doté en talent. Exactement, et donc Mouna, elle comble un peu cette lacune. Les talents, ils sont là, ils existent, hein, mais il faut les dénicher, les développer, les accompagner, puis les mettre en avant. Ouais. Et c'est valable pour les joueuses et les joueurs, mais aussi les bénévoles d'un club, les dirigeants, les entraîneurs, les partenaires. Et pour Mouna Scaria, tout commence avec cette idée de transposer sa vie familiale dans un club. Donc ça a commencé avec ses enfants, au bord des terrains. Elle arrive aux Foxes en 2016 et puis par commodité familiale, elle y trouve beaucoup de plaisir. Elle découvre un club, un sport. Le club est en construction, porté par des bénévoles, par l'énergie brute de la jeunesse lausannoise et de Puyi, mais encore fragile dans son organisation. Bref, elle observe, elle aide, elle s'implique dans les buvettes, dans les équipes, dans la gestion quotidienne. Elle récolte des fonds aussi avec un basket-ton pour offrir aux jeunes des tenues dignes de ce nom. C'est très important en basket, d'être bien habillé et bien vu par son partenaire. Elle organise, elle structure sans chercher la lumière, donc elle est restée très modeste dans l'ombre. Et petit à petit, le basket devient autre chose qu'un sport, ça devient un lieu de transmission, un lieu de valeur, un espace de vie, une responsabilité entre toute une équipe et une association de personnes qui partagent des buts communs. Mais pourquoi une femme aussi active, déjà à la tête de sa propre activité médicale, se consacre-t-elle à ce point finalement à un club de sport? On sait que ça demande beaucoup de temps évidemment et beaucoup d'énergie. C'est presque un job à plein temps finalement. C'est comme pour vous Philippe, c'est un job à plein temps, mais c'est surtout une passion. Oui, et c'est une passion qui s'est développée au fur et à mesure. Et donc Mouna Scaria, elle a tout ça. Et quand la fusion a eu lieu entre Puyi et Lausanne, elle intervient parce que le comité lui propose un rôle plus central. Elle accepte. Donc elle a ce job de médecin, d'entrepreneur aussi, on peut le dire. Et elle vient d'abord occuper une poste de vice-présidente, puis elle devient présidente naturellement parce que voilà, le jeu du mouvement au sein des clubs, c'est ça. Et elle pose des jalons très importants, création d'un pôle marketing, consolidation de la communication au sein du club, professionnalisation progressive du club. Ça demande beaucoup de talent et beaucoup de ressources. Et donc les Foxes qui fonctionnent déjà comme une petite entreprise avec des dizaines de contrats, des entraîneurs, des matchs à assurer avec des bénévoles, des familles qui s'impliquent pour leurs enfants, et bien voilà, ça devient une petite entreprise qui monte. Bref, tout ça c'est ce qu'on appelle la fan expérience aujourd'hui en basket, mais dans tous les sports professionnels, et ça se traduit de manière simple, locale et chaleureuse aux Foxes. Et puis elle rêve un jour gagner le championnat. Ben oui, ça peut arriver. Les Foxes sont quand même derrière Fribourg et Genève et à égalité avec, on va dire, Neuchâtel, Nyon et tout ce groupe de clubs secondaires en Romandie qui forment la Swiss Basketball League, l'élite. Mais il n'y a pas cette salle, donc on attend la salle, un lieu qui pourrait être un endroit qui fait battre le cœur du basket, mais aussi celui de la ville. Alors Mouna Scaria, qui est quand même, faut le signaler, genevoise d'origine, revendique cet ancrage lausannois, peut-être dans le centre de Lausanne, avec sérénité. La sérénité du renard, peut-être qu'on pourrait dire, puisqu'on parle des Foxes. Ouais, en tout cas, il est futé le renard, ça c'est important. Merci David. On peut retrouver l'entretien de Mouna Scaria dans Swish, le podcast sur toutes les plateformes. Exactement, et puis j'invite évidemment les gens à faire parler de ce podcast qui vient de naître. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut David. Salut. 100% basket, 100% roman, 100% David Glaser. Écoutez le Morning Show partout en Suisse romande en DAB+. Les sujets de Mike Pérez.
Très bonne matinée, merci d'être avec nous. On retrouve Mike Perez par téléphone qui va nous parler de pourquoi on se lève la nuit pour aller faire popo. Oui, ça arrive de plus en plus souvent et surtout avec l'âge qui avance. C'est que tout d'un coup, tu te réveilles au milieu de la nuit et puis tu dois aller aux toilettes. Et des fois, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Mais la question, et c'est ça le plus important, c'est de savoir est-ce que c'est normal ou pas. T'inquiète pas, on en parle dans un instant, Mike. La chronique des Mike. Alors, est-ce que c'est normal de se lever au milieu de la nuit pour aller aux toilettes ? Eh bien, la réponse de Mike Perez. Chez les hommes de plus de 50 ans, c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, c'est un problème de prostate. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique comme ça à raconter. Non. C'est juste pour dire qu'il faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Ces réveils nocturnes, même avant 50 ans, ils sont courants. Après, ça peut être reflété aussi finalement de ce que tu as fait la veille. C'est clair que si tu as eu une soirée extrêmement arrosée, il y a des chances pour qu'effectivement t'aies pas forcément tout évacué avant d'aller te coucher, puis du coup ça continue à travailler pendant la nuit et à un moment donné il faut bien effectivement que tu puisses aller aux toilettes. Je dirais de manière générale, voilà, faut pas paniquer, faut pas s'inquiéter une fois encore, il faut pas se dire oh là là mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive. Alors, les conseils que l'on donne, c'est effectivement de réduire les apports en liquide après 17h. J'ai pas dit qu'il fallait plus boire du tout, je pense à l'eau, en l'occurrence, mais simplement de se dire, dans tes 2 litres d'eau que tu es censé boire pendant la journée, essaye plutôt de les boire sur le matin et le début d'après-midi pour finalement, effectivement, d'en boire plus qu'un peu en toute fin de journée. Donc effectivement, essaye d'anticiper plutôt que de ne rien boire pendant la journée et puis tout d'un coup le soir te dire j'ai pas bu assez d'eau aujourd'hui, puis tu tombes 1 litre d'eau le soir. Donc là tu peux être sûr que t'auras besoin d'aller aux toilettes au milieu de la nuit, exactement. Et c'est valable pour tous les liquides, pas que l'eau. Si tu bois effectivement du thé ou des sodas en fin de journée, tu vas effectivement avoir exactement le même problème. Donc si ça t'arrive de temps en temps, faut pas t'inquiéter. Si tu fais attention effectivement à ce que tu bois en fin de journée, tu ne devrais pas avoir trop de soucis. Donc il faut juste te dire, voilà, c'est de temps en temps, c'est ok. Si par contre c'est tous les jours, toutes les nuits, et même plusieurs fois par nuit, là par contre, effectivement, tu peux te poser des questions et là tu peux simplement aller consulter. C'est pas forcément grave, ça veut pas dire que t'es extrêmement malade ou quoi que ce soit. Ça peut avoir des toutes petites, des petits symptômes, des petites choses qui sont là derrière, qui peuvent se guérir assez rapidement. Donc il y a vraiment pas de souci. Et puis une dernière chose, c'est que si tu fais des apnées du sommeil, tu sais que ça peut déclencher des envies d'aller aux toilettes. C'est assez marrant. Ça n'a rien à voir en soi, mais les apnées peuvent effectivement tout d'un coup te donner envie, t'inciter d'aller aux toilettes. Donc là aussi, surveille simplement. Si c'est de temps en temps, il n'y a pas de souci. Si c'est fréquent, voire tous les jours, renseigne-toi auprès des bonnes personnes qui pourront te dire s'il y a quelque chose à faire et à entreprendre. Merci docteur Perez, merci beaucoup pour ces infos. On va se retrouver demain pour de nouvelles aventures, Mike. Oui, avec grand plaisir. Écoutez le Morning Show partout en Suisse romande en DAB+. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse romande. Excellente journée, merci d'être avec nous ce jeudi à cette heure-ci, comme tous les jours d'ailleurs. Il est temps de retrouver à cette heure-ci justement Vanny. Bonjour Vanny. Bonjour Philippe. Comment ça va aujourd'hui ? Très bien, et vous ? Oui, ça va bien, ça sent le week-end qui approche à grands pas quand même. C'est ça, est-ce que le soleil va revenir ? Je le sens. Allez savoir. Allez, pour ce jeudi, vous allez nous parler de vin bien évidemment dans quelques instants. La chronique de Vanny. La chronique de Vanny. Et on parle de quoi pour ce jeudi alors, ma chère Vanny ? Imaginez-vous, Philippe, pouvoir acheter du vin comme vous allez prendre un café à l'emporter. Ouais. Et c'est ce que vous propose Patrice Valpen avec la cave à Léon. Imaginez donc par le Chai du Baron. C'est une cave en libre service.
qui a ouvert ses portes en Suisse, en Valais. Donc c'est un lieu qui est ouvert 7 sur 7, de 8h à 21h. Ouais. Et chacun peut entrer, choisir ses bouteilles et repartir en toute autonomie. Trop bien. Donc pas de pression, pas de code à maîtriser. Juste une expérience simple, fluide, presque décomplexée. Et ça, dans le monde du vin, c'est une petite révolution quand même. Parce que soyons honnêtes, le vin, ça peut parfois intimider, notamment les plus jeunes qui nous écoutent. On ne sait pas toujours quoi choisir, on ne veut pas se tromper, on a peur de dire des bêtises, de ne pas être à la hauteur. Bon, ce que je trouve très dommage, parce que c'est quand même très sympa de pouvoir échanger avec un caviste. Mais là, tout change, on prend le temps, on regarde, on découvre plus de 35 vins différents à son rythme. Et même au-delà des bouteilles, on retrouve aussi des produits de terroir valaisan, des fromages, des charcuteries, spécialités locales. Autrement dit, le vin redevient un plaisir simple, accessible, mais derrière ce concept moderne, il y a aussi une vraie vision, celle du domaine du Chai du Baron, avec le très célèbre Patrice Valpen, dont je vous parle assez souvent ici, ancré dans la tradition valaisanne, mais qui ose un peu bousculer les codes pour ce valaisan, parce que créer une cave en libre service, déjà ça a été un combat, je le sais, il me l'avait dit, mais c'est répondre à une nouvelle manière de consommer, plus libre, plus spontanée, plus intuitive, et peut-être aussi plus en phase avec notre époque. Alors, est-ce que c'est ça l'avenir du vin? Peut-être l'acheter en toute anonymat. Pourquoi pas? Voilà, sans avoir à se justifier ou à demander conseil. Et du coup, faire de vraies expériences, parce qu'on découvre par soi-même ce qui nous attire sur une bouteille. Souvent, c'est l'étiquette d'ailleurs. Et le cépage passe parfois même à la trappe. Donc voilà, une nouvelle expérience à vivre en Valais. Je trouve que l'idée est originale dans tous les cas. Ça a le mérite d'être plutôt sympathique. Et ça peut être pratique aussi lorsqu'on a des imprévus. Très pratique. Hop, très pratique. On va vite faire un petit tour dans cet automate d'un nouveau style, d'un nouveau genre. Exactement. Voilà. La cave à Léon. Écoutez le Morad Show partout en Suisse romande en DAB+. Coup de fil de Morax, le coup de fil de Morax. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Destination Mézières ce matin pour vivre le 10e giron des musiques de Lavaux et du Gros de Vaud qui célèbre les 130 ans de la fanfare du Jorat avec une édition 2026 placée sous le thème de la bande dessinée. Point fort de ce week-end de folie, des prestations au Théâtre du Jorat et une soirée humoristique avec Yann Lambiel. Pour en parler, je reçois tout simplement le président d'organisation, Marc Chapuis, qui est avec nous. Bonjour Marc. Bonjour. Le coup de fil de Morax. Merci d'être avec nous, Marc. En quoi le choix du thème de la bande dessinée renouvelle-t-il l'identité du giron cette année? C'est une belle idée, ça? Oui, voilà, comme chaque manifestation, un thème toujours choisi et décidé, et ça ouvrait plein de portes pour plein de choses, et plein d'animations et de décorations autour du village. Quel rôle joue le Théâtre du Jorat avec ce spectacle, avec notamment Yann Lambiel? Alors, dans un premier temps, le vendredi, c'est clair qu'on a la chance d'avoir les 400 voix avec Yann Lambiel, comme tu l'as dit. Le Théâtre du Jorat, donc c'est un lieu mythique et reconnu et connu loin à la ronde. C'était pour nous une évidence, si on pouvait le faire, de le faire au théâtre. Bien sûr. Marquer le passage dans ce cadre-là, donc chose qui s'est fait. Très bien fait, je m'en réjouis. Et puis, bien sûr, le lendemain, donner aussi la chance à tous ces musiciens des différentes fanfares de jouer une fois dans la grange sublime du Théâtre du Jorat. Je pense que pour chaque musicien, alors moi je suis pas du tout musicien, mais j'ose imaginer, d'après ce que j'entends, c'est quelque chose d'exceptionnel au niveau de l'acoustique. Pour l'acoustique, effectivement. C'est très bien de pouvoir le faire dans le cadre du théâtre pour ces deux choses. Ouais, effectivement, l'acoustique est exceptionnelle. C'est un théâtre en bois, il faut le rappeler, et puis effectivement ça permet de jouer dans des conditions, je pense, effectivement excellentes. Comment la fanfare du Jorat marque-t-elle finalement concrètement ses 130 ans à travers cette édition anniversaire? C'est clair que pour la fanfare du Jorat, c'est le bon plan, c'est le bon deal, dans un premier temps d'organiser le giron des musiques et de pouvoir associer à ce 10e giron des musiques du Lavaux et du Gros de Vaud les 130 ans de la société, ce qui est quand même pas rien pour une société. Et c'était un souhait des membres du comité de la fanfare et des membres de la fanfare de vraiment pouvoir l'intégrer dans le cadre de la partie officielle et dans le cadre de toute la fête. C'est clair que c'est quelque chose qui doit se fêter et dont les gens doivent s'en souvenir
durant de longues années. Voilà, et ce qui est important, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde, hein. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du monde de la fanfare pour venir passer un bon moment, s'éclater. Évidemment, les fanfares, c'est hyper intéressant, hein. Ça peut être une bonne école de musique aussi, et c'est aussi un bon moment à passer, puisque l'ambiance est toujours extraordinaire. Oui, c'est vrai, ça me fait rebondir là-dessus. C'est clair que moi, comme je l'ai dit, je suis pas du tout musicien, je sais même pas lire une partition, voilà, je suis externe à la société pour l'organisation. Ouais. Mais j'ai découvert là depuis 2 ans que je suis la fanfare, j'ai découvert des gens qui sont investis, une ambiance qui est vraiment particulière mais qui est bonne au fond et qui est sympathique, c'est des gens attachants et c'est plaisant de voir qu'il y a encore des manifestations et des sociétés qui vivent comme ça. Et parce que tout ce qu'on entend à gauche à droite sur différents sports et autres, là on a vraiment quelque chose qui pour moi qui a fait partie des jeunesses campagnardes ressemble un peu à cette ambiance Ouais, c'est ça. Ouais. rurale. Et j'adore ça et je pense que c'est vraiment une belle image qu'on peut montrer en site. Et c'est important parce que ça nous raccroche à nos racines. Et ça, c'est vraiment important. Exactement. On dit que c'est l'âme d'un village, une fanfare. On est assez d'accord avec ça. Oui, je crois. En Valais, ils ont 2 fanfares par village. Alors, ils ont 2 âmes, c'est bien. Ouais. Ok. Mais je vais pas m'étonner. Non, c'est le politique, ça, souvent. Ça n'a rien à voir. Mais c'est important. Mais non, oui, c'est vrai que chaque village peut avoir une fanfare aujourd'hui, mais je crois que c'est vraiment important de pouvoir. Je pense qu'un village comme Mézières ou une région comme Mézières avec les 7 ou 10 communes qui l'entourent, c'est quelque chose d'important dans le paysage culturel de la région du Jura. Allez tous faire la fête du côté de Mézières les 7, 8, 9 et 10 mai prochains. Il y a un site internet, Marc Chapuis, qui permet d'en savoir un petit peu plus. Oui, alors le site il est tout simple, c'est mézières26.ch. Là-dessus il y a toutes les infos, le programme. Si vous voulez vous inscrire aussi comme bénévole, il y a un lien directement pour s'inscrire. On cherche encore quelques bénévoles. Ouais. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit du côté de Mézières et du Jura. Ouais, et c'est vrai que c'est vrai que c'est très sympathique dans cette région. Et justement, les bénévoles, sans les bénévoles, on profite de faire un petit clin d'œil. Sans les bénévoles, les manifestations, ça peut pas fonctionner. Donc, merci aussi pour ce travail qui est fait. Et vous êtes, on l'a compris, encore à la recherche de quelques bénévoles. Donc, ça se passe sur le site. Vous allez sur mézières26.ch pour en savoir un petit peu plus. 7, 8, 9 et 10 mai du côté de Mézières pour le 10e Giron des musiques de Lavaux et du Gros-de-Vaud. Voilà, merci beaucoup Marc Chapuis. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Du soleil? Merci. Alors du soleil, je crois savoir que les dernières éditions des Girons Mézières, c'était pas forcément bon, ils ont même eu la neige. Ça tombe sur les seins de glace, c'est ça le problème. Voilà, mais là il va faire beau. Il va faire beau. En tout cas, le soleil sera dans les cœurs. Voilà, ça c'est important. Exact. Voilà, merci beaucoup Marc et on se dit à très bientôt. Merci à toi. Tout bon, bientôt. Et merci. belle fête du côté de Mézières. Merci. Très belle matinée, vous restez avec nous, à tout de suite. Écoutez le Morad Show partout en Suisse romande en DAB+. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. Les coups de cœur gastronomiques avec Monsieur Goemio, j'ai nommé Knut Vander. Bonjour Knut. Bonjour. Partez à la découverte des plus belles tables des Suisses romandes. Alors aujourd'hui, on le rappelle, cette semaine, on est à Fribourg, Fribourg et la région de Fribourg, et vous nous faites découvrir quelques petites pépites et quelques petites adresses secrètes en quelque sorte que vous allez nous dévoiler. Alors là, il y en a une qui n'est pas si secrète que ça parce que elle est en plein centre de Fribourg et puis elle a à sa tête un chef qui a beaucoup fait parler de lui puisque on l'a vu à la télévision, on en a parlé dans la presse. Il s'appelle Pépé Clément pour Pierre-Pascal Clément et il a repris il y a 2 ans le restaurant Au Chasseur qui est donc en plein centre de la vieille ville de Fribourg. Il y a d'un côté à l'entrée il y a un café où on mange des choses genre tapas, mais pas n'importe quoi, c'est des tapas dont on se souvient. Et puis, une fois qu'on a passé à côté de la cuisine, on voit d'ailleurs Pierre-Pascal Clément et ses acolytes à l'œuvre. On arrive dans une autre petite salle qui est très jolie, donc c'est une ancienne maison de la vieille ville de Fribourg. Et là, eh bien, on peut manger un menu qui est remarquable, qui est élaboré avec beaucoup de soin, avec beaucoup de modernité, avec beaucoup de... quand je dis modernité, c'est que c'est une cuisine qui est extrêmement abordable à tout point de vue. C'est pas extrêmement cher d'ailleurs non plus. Et surtout, c'est une cuisine qui est tellement dans l'air du temps que je pense que
à moins d'avoir 98 ans et l'esprit un peu fermé, eh bien, on ne peut que tomber sous le charme de cette cuisine qui est à la fois simple, qui est à la fois gourmande et qui nous raconte en fait un petit peu de la gastronomie de ces débuts de siècle. Enfin, on a déjà passé le quart, hein, mais enfin quand même. c'est quelque chose qui vaut absolument la peine. Pierre-Pascal Paiement au Chasseur. Une autre adresse que je vous recommande très vivement en plein centre de Fribourg. En tout cas, vous nous avez ouvert l'appétit, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai noté au Chasseur. Merci du côté de la vieille ville de Fribourg, c'est bien noté. Merci Knut Schwatter. On se retrouve demain. On continue de découvrir Fribourg et ses restaurants gastronomiques. Exactement, avec plaisir. Écoutez